L'appareil locomoteur, donc il est constitué de 4 systèmes. On a d'abord le système squelettique, donc qui est constitué de nos os. Ça constitue vraiment la structure de notre organisme. Le système articulaire, qui permet de relier les différentes pièces osseuses entre elles. C'est un petit peu comme la colle et les vis, entre guillemets, dans notre corps. Le système musculaire, qui permet aux os de se rapprocher et de s'éloigner les uns des autres. C'est un petit peu comme les charnières qu'on retrouve sur un meuble ou les poulies d'un ascenseur. Et le système nerveux qui permet la commande motrice, qui serait un petit peu l'équivalent du câblage électrique. Et c'est 4 systèmes qui vont travailler ensemble pour permettre le mouvement. Les bases du squelette. Le membre supérieur est constitué de la scapula, omoplate, de la clavicule, de l'humérus, du radius, de l'ulna, le cubitus, et des os de la main. Le membre inférieur, on retrouve le bassin, l'os coxal, le fémur, la patella, la rotule, le tibia, la fibula, péroné, et le pied. Et tronc et tête, constitués donc du crâne, de la colonne vertébrale, avec les différents étages de la colonne vertébrale, les 7 vertèbres cervicales, les 12 vertèbres thoraciques ou dorsales, les 5 vertèbres lombaires, les 5 vertèbres sacrées et les 3 à 5 vertèbres coccygiennes. Plus la cage thoracique, donc qui est constituée du sternum et des côtes. Les articulations. Donc les articulations permettent de maintenir entre elles les différentes pièces de notre squelette, donc les différents os. Elles sont souvent constituées donc d'une capsule articulaire qui est renforcée par des ligaments qui sont des structures peu déformables. D'ailleurs, quand on a une trop grande déformation de ces ligaments, ça aboutit à des entorses, des luxations ou des ruptures ligamentaires. Dans certains cas, sur certaines articulations, on retrouve aussi des structures d'adaptation comme les ménisques au niveau des genoux ou les disques entre les vertèbres. Ces articulations, elles contiennent aussi le liquide synovial qui est le lubrifiant, on va dire, de nos articulations. Les articulations principales, on retrouve les épaules, qui est l'articulation la plus mobile du corps, les coudes, les poignets. Dans le membre inférieur, on retrouve la hanche, genou, cheville, et tronc et tête, donc un ensemble d'articulations évidemment, mais on retrouve principalement les disques intervertébraux, ceux par exemple qui constitués à l'intérieur d'un noyau, c'est ceux qui par exemple lors de la hernie discale où le noyau va être expulsé, les dangers des mouvements notamment avec charge, avec compression de la colonne vertébrale. Base de l'anatomie musculaire, donc les muscles servent à relier les pièces osseuses entre elles, 2 os entre eux, et qui permettent de les faire bouger. Chaque muscle est constitué généralement d'un tendon à son extrémité proximale et à son extrémité distale, et d'un corps musculaire. Voilà la première partie. Maintenant, on va partir ensuite partie par partie. On va détailler un petit peu anatomiquement chacune des régions. Donc en 1, l'avant-bras, c'est la partie du corps qui se situe entre le coude et le bout des doigts. On va avoir dans cette partie-là beaucoup de muscles, notamment beaucoup de petits muscles. Il y a normalement environ 21 muscles dans l'avant-bras. On va les séparer en 3 parties. Un muscle en particulier, le brachioradial, qui est le muscle typique de la prise marteau, quand on a une prise donc avec le pouce vers le haut. Donc c'est un muscle qui recouvre la partie latérale du coude, partant de l'épicondyle latéral, et qui va vers le radius. Donc c'est le muscle latéral au niveau de l'avant-bras, qui est principalement responsable de la flexion de l'avant-bras sur le bras. Deuxième partie, le groupe des fléchisseurs de l'avant-bras, avec des insertions sur l'épicondyle interne au niveau du coude, avec un ensemble de groupes donc, qui sont principalement responsables de la flexion du poignet sur l'avant-bras. On retrouve notamment dans cette zone-là souvent des pathologies qu'on appelle golf elbow, avec une inflammation, donc, on la retrouve régulièrement chez les golfeurs, avec une inflammation au niveau de ces muscles-là de la gaine tendineuse. Troisième partie, le groupe des extenseurs de l'avant-bras, responsable principalement de l'extension de la main sur l'avant-bras, dont l'insertion se retrouve généralement au niveau de l'épicondyle externe du coude. Et là, en général, plus la pathologie fréquemment associée, c'est le tennis elbow, qu'on retrouve très souvent dans le joueur de tennis, qui est une inflammation justement des tendons de cette zone-là du groupe des extenseurs de l'avant-bras. Deuxième groupe musculaire, le bras. Le bras, on va le découper en 2 parties, un compartiment antérieur et un compartiment postérieur. Dans le compartiment antérieur, on retrouve 3 muscles, on va détailler chacun d'eux, le biceps brachial, le coracobrachial et le muscle brachial.
Le muscle biceps brachial, qui est un muscle superficiel, qui est biarticulaire, c'est-à-dire qu'il enjambe deux articulations, celle de l'épaule et celle du coude. Deux chefs, donc deux parties musculaires, un chef long qui part de la cavité glénoïde, un chef court qui part du processus coracoïde, les deux étant situés sur l'avant de la scapula, avec une terminaison au niveau de la tubérosité du radius. Ce muscle est responsable principalement de la flexion de l'avant-bras sur le bras et de tourner la main en rotation externe, c'est-à-dire de la placer en position de supination. Et d'ailleurs, ce muscle est fort principalement dans sa position en supination. Les tendons du biceps, la tendinopathie du biceps, c'est une affection qu'on retrouve fréquemment chez les pratiquants de musculation, notamment par la pratique d'exercices comme le développé couché qui peuvent fragiliser avec le frottement des tendons au niveau de la scapula. Le muscle coraco-brachial, donc c'est un muscle qui est situé plutôt dans la partie proximale du bras, c'est-à-dire sur le haut du bras, avec un muscle qui part du processus coracoïde et qui va jusqu'à l'humérus. Donc c'est un muscle qui est monoarticulaire, fléchisseur du bras sur l'épaule. En partie plus distale, c'est-à-dire plus bas et autour de l'articulation du coude, on retrouve le muscle brachial, donc qui relie la partie distale de l'humérus à l'ulna, os de la partie interne de l'avant-bras. Il est donc fléchisseur du coude et il va être travaillé davantage, par exemple, sur des exercices où ce muscle est positionné en position de flexion de l'épaule, c'est-à-dire là, par exemple, avec le coude ici avancé, par exemple, sur un banc lariscote. C'est ce muscle-là qu'on va développer en priorité. Sur la partie postérieure du bras, on retrouve deux muscles, le triceps et l'anconé. On parlera du triceps, donc qui est un muscle biarticulaire qui, comme son nom l'indique, comporte trois chefs. Un chef long qui part de la scapula, un chef latéral ou externe qui part de la partie proximale de l'humérus en arrière, un chef médial qui part de la partie distale de l'humérus, également en partie postérieure. Et ces trois chefs se regroupent ensemble pour s'insérer sur l'olecrane, c'est-à-dire qui est vraiment la pointe du coude sur l'ulna. Donc ce muscle est responsable de l'extension du bras et par son chef long qui est biarticulaire, de l'extension du bras sur le buste. On retrouve par exemple un travail de ce muscle-là, du chef long du triceps, dans le tirage bras tendu qu'on peut réaliser à la poulie haute. Partie 3. Les épaules. Les épaules, on a un muscle dans la partie antérieure, le sous-scapulaire, un muscle dans sa partie latérale, le deltoïde, qui est le premier qu'on va présenter, et 4 muscles en partie postérieure. Le deltoïde. Le deltoïde comporte 3 faisceaux. Un faisceau antérieur qui part de la clavicule, un faisceau médian qui part de l'épine de la scapula, et un faisceau postérieur qui part de l'acromion. Tous ces faisceaux se regroupent pour s'insérer sur la tubérosité deltoïdienne de l'humérus. Ce muscle a plusieurs actions. Ces faisceaux antérieurs vont être responsables de l'antépulsion et de la rotation interne du bras, typiquement travaillés par exemple dans des mouvements d'élévation frontale. Des faisceaux médians, donc qui vont être eux responsables de l'abduction du bras jusqu'à 90 degrés. Donc, typiquement, on travaille par exemple des élévations latérales, et des faisceaux postérieurs qui vont être responsables également de l'abduction, qui vont être responsables de la rétropulsion et de la rotation externe. Toujours les muscles de l'épaule. Sur le plan antérieur, on retrouve le sous-scapulaire qui va être responsable de l'adduction, c'est-à-dire de ramener le bras vers le centre du corps. Dans la partie postérieure, on retrouvera 4 muscles qu'on va décrire de haut en bas. Le supraépineux, qui part au-dessus de l'épine de la scapula, qui complète l'action du deltoïde, qui est un muscle sur lequel il faut faire attention. Il est très souvent des frottements au niveau du tendon, qu'on peut retrouver pour plusieurs raisons. Par exemple, sur des élévations latérales où on va monter au-delà de 90 degrés, où la gaine du muscle va frotter sur l'os. C'est également un muscle qui peut être mis à dure épreuve sur des mouvements qui, anatomiquement, ne sont pas forcément adaptés à tout le monde, tels que le développé nuque ou le tirage nuque. On retrouve aussi dans la partie postérieure l'infraépineux qui fait partie du groupe de la coiffe des rotateurs avec le deltoïde, le petit rond et le grand rond. L'infraépineux est responsable de la rotation externe du bras. En descendant un peu plus, on retrouve donc en partie postérieure de la scapula
le petit rond qui va aller s'insérer en partie postérieure de l'humérus et qui va être responsable de la rotation externe. Et en dessous, son antagoniste, le grand rond, responsable de la rotation interne, qui part également de la face postérieure de la scapula pour venir s'insérer sur la partie antérieure de l'humérus. Le dos, muscle du dos, on retrouve dans le dos différentes couches, avec une couche la plus superficielle constituée du trapèze et du grand dorsal qui sont les deux principaux muscles du dos. La couche moyenne où on retrouve par exemple les rhomboïdes, l'angulaire de l'omoplate, les scalènes, et une couche beaucoup plus profonde qui est constituée d'une multitude de muscles avec notamment les érecteurs et les rotateurs du rachis qui ont une action importante sur la mobilisation de la colonne vertébrale. On s'intéressera d'abord au trapèze, donc qui est le muscle le plus superficiel du dos, avec, comme pour le deltoïde, 3 parties qui vont avoir des actions opposées et des orientations de fibres différentes. On retrouve d'abord le trapèze supérieur qui part du crâne et des vertèbres cervicales, la clavicule, et qui va venir s'insérer sur les bords postérieurs de la scapula. Beaucoup de rôle pour ce muscle-là, l'extension de la tête, le haussement des épaules par élévation de la scapula, rotation et inclinaison de la tête. Faisceau moyen qui part de la dernière vertèbre cervicale et des 3 premières vertèbres thoraciques et qui va aller jusqu'à l'acromion, qui va lui placer les omoplates en sonnette interne et donc à rapprocher les bords internes de l'omoplate l'un de l'autre et de la colonne vertébrale qui donc fait partie des muscles fixateurs des omoplates. Enfin, le faisceau inférieur de ce trapèze, le trapèze inférieur qui part des vertèbres thoraciques 4 à 10 jusqu'à l'épine de la scapula et qui lui est responsable à l'inverse du trapèze supérieur de l'abaissement de la scapula. Le deuxième grand muscle superficiel au niveau du dos, c'est le grand dorsal, qu'on retrouve principalement sollicité sur les tractions par exemple, ou tous les exercices de tirage. Donc il part de vertèbres thoraciques, les 7 dernières vertèbres thoraciques et toutes les vertèbres lombaires, crête du sacrum et de l'iliaque. Il vient s'insérer aussi sur les côtes postérieures pour venir s'insérer jusqu'à la face latérale de l'humérus. Il est responsable donc du soulèvement du tronc, typiquement dont on parlait des tractions, de l'adduction et de la rétropulsion au niveau du bras. C'est un muscle qu'on retrouve sollicité dans les exercices tels que les tirages ou les tractions. En partie intérieure, on retrouve les rhomboïdes, grands et petits rhomboïdes, qui partent bord interne de l'omoplate vers les processus transverses des vertèbres. Ils complètent le travail du trapèze moyen dans le rapprochement des omoplates en sonnette interne et du rapprochement du bord interne des omoplates vers la colonne vertébrale. On retrouve sollicité dans un exercice par exemple comme l'oiseau. En partie profonde, on retrouve tous les érecteurs du rachis et des rotateurs. Un ensemble de muscles très très profonds qui va venir s'insérer notamment sur les processus transverses et les processus épineux des vertèbres qui vont permettre l'inclinaison, l'extension du tronc, son pivotement, sa torsion en fonction des insertions. On a aussi le carré des lombes qu'on peut placer soit dans le groupe de l'abdomen, soit dans le groupe du dos qui est responsable de l'inclinaison latérale du buste et qu'on retrouve notamment dans les exercices d'inclinaison latérale avec haltère ou sur le banc lombaire. Partie 5, muscles de la poitrine. Principal muscle au niveau de la poitrine est le grand pectoral. Il s'insère sur les 6 premières côtes, la clavicule, le sternum et la gaine du muscle grand droit au niveau de l'abdomen pour venir se terminer au niveau de la crête du tubercule majeur. Il est responsable de l'adduction, donc de rapprocher le bras vers l'axe du corps, et de la rotation interne. Exercice où il est mobilisé, par exemple le développé couché ou dans les exercices plus spécifiques, les écartés couchés. On retrouve dans la poitrine également, dans des couches plus profondes que le grand pectoral, le petit pectoral et le grand dentelé, qui ont des rôles, une participation active à l'inspiration avec des insertions sur les côtes. 6. L'abdomen. On retrouve le muscle transverse, qui est le muscle le plus profond de cette couche-là. Il s'insère sur les 6 dernières côtes et les crêtes iliaques, et vient se terminer sur la ligne blanche et la gaine du muscle grand droit de l'abdomen. Il est principalement expirateur et comme tous les muscles des abdominaux, il vient aider aussi à protéger les organes qui se retrouvent en dessous. Au-dessus du transverse, on retrouve en fait les abdominaux, il faut les considérer un peu comme une ceinture de plusieurs ceintures qui viennent gainer, qui viennent serrer l'abdomen. Donc on retrouve oblique interne, oblique externe, plus superficiel que les transverses et qui viennent permettre l'inclinaison du tronc, sa flexion et qui participent également, comme tous les autres muscles de cette zone, à l'expiration.
Les grands droits ou le muscle droit de l'abdomen, les muscles qu'on surnomme entre guillemets les carrés de chocolat. Donc il vient des côtes 5, 6 et 7 et du sternum pour venir se terminer sur le pubis. Il est donc responsable de la flexion du tronc, son enroulement. Il a un rôle actif dans la respiration et donc dans l'expiration et la protection des organes qu'on retrouve en dessous. Tous ces muscles abdominaux permettent aussi la transmission des forces entre le haut et le bas du corps. Le cas du psoas, qu'on peut classer dans les muscles de l'abdomen ou dans les muscles du bassin. Donc ce muscle part des processus transverses de la dernière vertèbre thoracique et de toutes les vertèbres lombaires. La fosse iliaque part le chef iliaque et vient se terminer au niveau du petit trochanter du fémur. Il est responsable de la flexion de la cuisse sur le bassin, de la flexion du tronc et de l'inclinaison. Alors c'est un muscle dont on parle souvent, qui est sollicité régulièrement quand on fait mal les abdominaux, par exemple lorsque les pieds sont fixés ou lorsque l'amplitude des exercices d'abdominaux est trop importante. Et c'est un muscle qui a une action lordosante qui vient tirer donc sur le dos avec ses insertions notamment donc au niveau de la colonne lombaire. Et c'est un muscle qui sera généralement plus à étirer qu'à renforcer en musculation, sur lequel il faudra être en tout cas attentif. Septième partie, les fessiers. Donc les fessiers, on a plusieurs couches, une couche superficielle, une couche moyenne et une couche plus profonde. Dans la couche superficielle, on retrouve un des plus grands muscles du corps, le grand fessier, qui part de l'épine iliaque, des vertèbres sacrées et qui vient se terminer sur la ligne âpre, donc en arrière du fémur. C'est un muscle qui est responsable donc de l'extension du bassin sur la cuisse et de la rotation externe qu'on trouve sollicité dans des mouvements importants de la musculation tels que les squats, les fentes ou le soulevé de terre. Dans cette même couche, on retrouve également le TFL, tenseur de la fascia lata, qui part de l'épine iliaque et qui vient s'insérer sur le condyle latéral du fémur, donc qui enjambe l'articulation et de la hanche et du genou. C'est l'un des muscles les plus longs du corps. Il est responsable de l'abduction, donc d'amener la cuisse vers l'extérieur. C'est un muscle aussi qu'il conviendra, un petit peu comme on a parlé dans le psoas, d'étirer, parce qu'il peut avoir des actions au niveau du genou, notamment il est impliqué dans le syndrome qu'on appelle l'essuie-glace, qu'on retrouve dans le cas de pathologie, notamment du coureur. Au niveau de la couche moyenne, on retrouve le moyen fessier qui part de l'aile iliaque jusqu'au grand trochanter du fémur. Lui, c'est un muscle qui est abducteur, donc qui amène la cuisse vers l'extérieur, à la différence du grand fessier qui l'amène plutôt vers l'arrière. Il est impliqué également dans le maintien de l'équilibre, c'est-à-dire quand on est en appui unipodal sur un pied, c'est lui qui, par sa contraction, va permettre principalement la stabilisation au niveau de la hanche. Il est aussi responsable de la rotation interne. En couche plus profonde, on retrouve notamment le petit frère du moyen fessier, le petit fessier, qui est en dessous et qui a les mêmes rôles que le moyen fessier. En couche profonde, on retrouve beaucoup de muscles. Un qui nous intéresse particulièrement, c'est le piriforme, qui est abducteur et rotateur externe. C'est une zone qui est régulièrement tendue dans l'organisme. On parle notamment de syndrome du piriforme. Il faut savoir que ce muscle-là, derrière ses fibres, passe le nerf sciatique. Et généralement, quand ce muscle-là est tendu, contracté, on peut avoir des douleurs. Donc c'est un muscle qui va être régulièrement aussi à étirer et à relâcher. Sur la partie suivante, 8, les cuisses. Les cuisses, on les découpera en 3 parties. Un plan antérieur, on retrouvera 2 muscles, le quadriceps et le couturier ou sartorius. Donc le quadriceps, comme son nom l'indique, il a 4 parties. Un chef déjà biarticulaire qui enjambe l'articulation de la hanche en plus de celle du genou. C'est le seul qui enjambe l'articulation de la hanche. Il part de l'épine iliaque. Il rejoindra les 3 autres chefs, donc le chef vaste externe, le vaste interne et le vaste crural, qui est en dessous, plus profond, sous le droit antérieur, qui partent tous du fémur pour venir s'insérer sur la tubérosité tibiale, donc sur le tibia. Ce muscle est responsable donc de l'extension du genou, de la jambe sur la cuisse, et par le droit antérieur, fléchisseur du bassin, où il travaille avec le psoas. Le couturier, lui, il longe le vaste interne vers l'intérieur et il vient s'insérer avec 2 autres muscles dont on parlera après sur la patte doigt, en face interne du tibia. Sur le plan
interne, on retrouve le groupe des adducteurs, constitué de 5 muscles, les grands, courts et longs adducteurs, le pectiné et le gracile, donc le gracile qui s'insère également sur la patte doigt. Ce groupe des muscles rejoint par du pubis, c'est de la symphyse pubienne, et vont s'insérer sur le fémur ou sur le tibia selon ces muscles et sont responsables de l'adduction, c'est-à-dire de ramener la jambe vers l'intérieur. Dans le compartiment postérieur, on retrouve le groupe des ischio-jambiers, constitué de 3 muscles, le biceps fémoral sur un plan superficiel, les semi-tendineux et semi-membraneux sur un plan plus profond. Le biceps fémoral, donc par son chef long, relie l'ischion et par son chef court, la ligne âpre du fémur. Le chef court du biceps est d'ailleurs le seul à être monoarticulaire dans le groupe des ischio-jambiers. Et ce muscle-là va s'insérer sur la tête de la fibula. Il est donc responsable de la flexion du genou, de l'extension de la hanche par son chef long et également de la rotation externe. On retrouve sur un plan plus profond le semi-tendineux qui vient s'insérer donc avec le gracile de la partie interne de la cuisse et avec le sartorius ou couturier de la face interne sur la patte doigt. Donc c'est une zone où on retrouve 3 tendons de muscles qui viennent d'endroits différents, qui est une zone où on retrouve aussi assez régulièrement des tendinopathies. Ce semi-tendineux, il est donc responsable de la flexion du genou et également de la rotation interne. Il participe à l'extension de la cuisse. Donc dernier muscle dans ce plan profond des ischio-jambiers, le semi-membraneux, donc qui vient s'insérer sur le tibia, qui est également biarticulaire. Il est responsable de la flexion du genou et de l'extension de la hanche. Deuxième partie, les jambes. Donc on retrouve sur les jambes, donc ce qu'on appelle jambes, c'est généralement du genou jusqu'au pied, donc la partie distale du membre inférieur. On retrouve sur la partie postérieure principalement le triceps sural, donc c'est le muscle du mollet, qui est constitué des jumeaux ou gastrocnémiens, donc 2 parties, et du solaire. Donc ces 3 parties font le triceps sural. Ils partent tous du calcanéum par le tendon d'Achille, le gastrocnémien interne sur l'épicondyle médial, pour le gastrocnémien externe sur l'épicondyle latéral du fémur, donc ils sont biarticulaires, alors que le solaire, lui, va être monoarticulaire et va s'insérer sur la tête de la fibula et la membrane interosseuse entre les 2 os. Au niveau anatomique, exercice et étirement, la différence entre le solaire et les jumeaux va avoir une incidence que le solaire s'étire et se travaille davantage avec le genou fléchi, alors que les jumeaux, eux, vont se travailler plutôt avec la jambe tendue. Muscle sur le plan antérieur de la jambe, le tibial antérieur, qui est typiquement un muscle du coureur. Il vient s'insérer du condyle tibial et de la partie proximale du tibia pour aller se terminer sur les os du tarse et sur le premier métatarse. Il est responsable de la flexion du pied, donc action antagoniste par rapport aux ischio-jambiers, et de la supination du pied. Dernier muscle à noter dans ce plan-là, les muscles péronniers ou fibulaires, qui viennent s'insérer pour le long fibulaire de la partie proximale de la fibula, pour le court fibulaire de la partie distale de la fibula, et viennent se terminer sur le métatarse, et sont responsables donc de la flexion du pied, de l'extension de la cheville, complétant ainsi l'action des triceps surales.